Bonjour, merci donc d'être aussi nombreux. On va lancer donc ce webinaire concernant donc, les 4 étapes clés pour gouverner et gérer ces données. Ce webinaire sera enregistré, donc il y aura un replay qui sera disponible donc à la fin. Et les questions également, donc n'hésitez pas donc à noter toutes les questions et donc mes collaborateurs me les noteront et je pourrai vous répondre donc à la fin donc de ce webinaire. Voilà, donc écoutez, on va démarrer, donc à tout de suite. Très bien, donc pour démarrer, nous allons nous présenter, expliquer ce qu'est la gouvernance et la gestion des données, les 4 étapes pour gouverner donc ces données, et donc la troisième et dernière partie, comment accélérer vos projets data. Alors, qui sommes-nous? Donc, nous sommes un éditeur de logiciels dans le domaine de la gouvernance et de la gestion des données. On existe déjà depuis 15 ans. Nous sommes des spécialistes de projets de transformation digitale, donc d'un accélérateur d'ailleurs de projets. Donc, on a travaillé sur pas mal de projets de type upgrade, d'implémentation, de fusion d'environnement, d'archivage, de destruction de données, de réappropriation du patrimoine informationnel, toute une série de projets autour de la transformation, de décommissionnement de modules ou d'applications au profit de nouvelles applications. Donc vraiment toute une série de projets qui nous ont permis d'éprouver notre solution et d'apporter de la valeur donc aux différentes fonctionnalités qu'on va vous présenter. L'outil est développé autour d'un algorithme donc, qui est unique, donc qui est basé également sur un concept qu'on a appelé le Dynamic Data Tree Model. Notre solution est une solution intégrée modulable, donc, que je vous présenterai également par la suite. Nous sommes membres de Tech in France et du Syntec, donc les éditeurs de France, du projet Gaia X, qui donc est un projet de souveraineté autour de la data et des architectures de données qui supportent ces données. Et nous sommes des membres actifs sur énormément de sujets autour des réglementaires, avec donc effectivement les associations telles que l'AFCDP, l'AFAI, le SIGREF. Et pour terminer, on a fait le choix de se faire labelliser CNIL Data Governance GDPR pour pouvoir se frotter un petit peu à ce début de réglementation qui est arrivé. Donc, il n'y a pas effectivement que le GDPR, mais elles sont toutes arrivées en même temps. Il y a aussi Solvency 2 et le BCBS 239 qui intègrent de plus en plus, puisque la donnée elle est exponentielle, elle est maintenant dans l'ère du numérique. Et on voit bien que les gouvernements, les États souhaitent effectivement la réguler. Et donc, c'était pour nous une occasion effectivement de voir effectivement comment on pouvait aborder et accélérer ce type de projet qui est assez complexe. Alors, on va aborder qu'est-ce que la gouvernance et la gestion des données. Et avant tout ça, donc l'idée est de se poser la question que l'ère du numérique, la donnée est à l'ère du numérique, la donnée est l'affaire de tous. Donc, vous avez bien entendu l'équipe qui pilote l'organisation, donc qui s'occupe, qui est dans ce qu'on appelle de stratégie driven. Vous avez ensuite 2 équipes qui sont un petit peu antinomiques, qui travaillent en silo, et pourtant cette donnée doit être l'affaire de tous. Vous avez les acteurs du risk driven, où on va effectivement retrouver les acteurs de la conformité, donc on va retrouver ici le contrôle interne. Vous avez les acteurs de la gestion des données personnelles, où on va effectivement retrouver le Chief Digital Officer, enfin le DPO. Vous avez effectivement les acteurs de la sécurité du système d'information, donc, et vous avez également la DSI qui est là pour maintenir toutes les technologies où la donnée est traversée. Et ensuite, vous avez les autres acteurs qui, eux, veulent valoriser, utiliser la donnée. Donc, les acteurs de la gouvernance de la donnée. On va retrouver ici, par exemple, le Chief Data Officer. Vous avez la gestion des données étendues. Donc, ça va être très importante aussi, parce que vos données, elles ne sont plus uniquement chez vous, puisque vous les externalisez de plus en plus, que ce soit dans le multi-cloud ou auprès de prestataires externalisés. Donc, la connaissance, elle doit aller au-delà de l'entreprise, mais dans l'entreprise qu'on appelle l'entreprise étendue. Vous avez également la gestion des données, donc vous avez des propriétaires, donc ça chez chaque responsable de département, parce que pour aligner donc
s'aligner à la stratégie de l'entreprise, il faut que chaque responsable de département soit propriétaire et connaisse donc ces données pour pouvoir les valoriser, surtout en assurer la performance et la qualité. Et vous avez le dernier acteur qui arrive et qui est vraiment dédié, lui, à la digitalisation, avec le Chief Digital Officer, le Chief Data Officer, excusez-moi, qui va pouvoir l'aider sur ces sujets et qui va lui inventer donc de nouveaux usages d'un point de vue expérience utilisateur, parce que des nouvelles technologies arrivent qui viennent disturber un petit peu notre façon de fonctionner actuellement et qui vont être plus personnes-centriques et qui vont aussi devoir utiliser de nouvelles technologies comme les assistants vocaux, etc. Donc, vous voyez qu'effectivement, toutes ces nouvelles technologies qui vont arriver, mais il va falloir s'adapter. La donnée, donc pourquoi gouverner et gérer ces données? Alors déjà parce que 52% du PIB mondial, selon les sources IDC, sera généré par les entreprises qui auront réussi leur transformation digitale. Et pour d'autres raisons, parce que pour pouvoir réussir cette transformation digitale, il faut comprendre nos processus, il faut qu'on puisse les gérer et les contrôler, il faut qu'on en ait une compréhension commune pour simplifier et partager les données, et il faut qu'elles soient de haute qualité, parce que si on n'a pas de données de haute qualité, eh bien en gros, ça ne sert à rien effectivement de valoriser quelque chose qui au final ne va pas nous apporter des KPI qui vont effectivement peut-être même ne pas être correctement gérée. Donc, il faut qu'elle soit complète, conforme, précise et à jour, et elle soit adaptée à la prise de décision, donc aux prises de décision et donc à la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, deux acteurs dont on parlait tout à l'heure, le risk driven et puis le data driven. L'un qui va contrôler la donnée et la gérer, et l'autre qui souhaitera l'utiliser pour atteindre ses objectifs. Là, on arrive donc au fameux sujet de ce webinaire, donc les 4 étapes pour gouverner et gérer ces données, donc découvrir, sécuriser, gérer ces données et gouverner ces données. Alors, la première étape donc, de découverte commence par ce qu'on appelle le data model, donc vraiment la modélisation de l'information. Donc, les métadonnées, c'est la première étape et c'est l'étape effectivement, donc vous verrez, donc, je vais aborder tous les sujets, c'est celle qui englobe bien entendu toutes les étapes de la gouvernance et de la gestion des données. Alors les métadonnées, ça sert à définir ou décrire une autre donnée, quel que soit son support. Les métadonnées sont à la base des techniques du web sémantique. Donc, le web tourne autour, était effectivement adressé autour des métadonnées. Donc, on ne pourrait pas faire actuellement de recherche comme on le fait actuellement s'il n'y avait pas eu de métadonnées. Les métadonnées sont normées, on les retrouve dans la norme de certaines normes ISO. Pour vous donner un exemple d'usage, c'est le Digital Asset Management. C'est quelque chose qu'on utilise au quotidien. C'est le stockage et la recherche de ressources numériques. Donc voilà, quand on va rechercher un livre sur le net ou dans des marketplaces ou rechercher une musique dans nos préférences. Et voilà, donc ça, ce sont des métadonnées. Donc l'idée, c'est que les données ne peuvent pas être gérées sans métadonnées. Donc tout le principe de la gouvernance et de la gestion des données, c'est d'appréhender et de se réapproprier les métadonnées associées. Donc, au travers de ces métadonnées, alors quelles métadonnées collecter et donc quelle information pour pouvoir aligner les données à la stratégie de l'entreprise? Eh bien, celle de ce qu'on appelle celle de l'architecture d'entreprise. Et donc l'architecture d'entreprise, c'est quoi? Donc une définition très courte d'un point de vue urbaniste, c'est une façon d'avoir une vision systémique de la donnée. Donc voilà, de l'entreprise. Une image vaut 1000 mots. Donc tout le concept de l'architecture d'entreprise, c'est d'avoir décomposé l'entreprise en plusieurs strates pour pouvoir effectivement en définir des composants qu'on va pouvoir aligner en fonction de la stratégie et du schéma directeur de l'entreprise. Donc, pour vous donner un rapide aperçu, c'est l'écosystème, donc déjà une connaissance de mes fournisseurs, de mes clients, de mes concurrents, de mon groupe particulièrement. Vous allez avoir ensuite la partie business. Là, on va s'attarder plus particulièrement sur les business process et les procédures. Vous allez ensuite, et dans l'écosystème, bien entendu, on retrouve aussi l'organisation de l'organisation avec ses départements. Vous allez avoir ensuite le stockage des données et
les applications qu'utilisent les utilisateurs. Hein, donc, sur cette partie-là, vous allez avoir ensuite ce qu'on appelle l'infrastructure logique et physique. Donc, c'est le matériel et la partie logique de l'information et l'environnement dans lequel tous ces composants vont se situer, parce qu'il y a une importance également de savoir où situer et de déterminer également les risques éventuels de l'endroit où est placée l'organisation. Donc à partir de tous ces composants, nous, ce qui nous intéresse, hein, bien entendu, et l'entreprise doit maintenant devenir data-driven, hein, donc c'est ce qu'on appelle l'architecture d'entreprise orientée data. Et dans l'idée maintenant, puisqu'on rentre dans l'ère du digital, il faut maintenant aligner les données donc avec la stratégie de l'entreprise. D'où l'importance effectivement quand on parle de data architecture et de métadonnées, c'est de pouvoir dire que cette donnée a un usage particulier dans un processus qui est une finalité, qui est dans le data owner et la direction par exemple RH, et que cette information, la direction RH utilise un logiciel bien précis qui stocke l'information à des endroits bien précis sur un serveur qui est situé à tel et tel endroit. Donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée de ce qu'on appelle les métadonnées qu'on va associer donc aux données de l'entreprise. Ensuite, on a ce qu'on appelle donc la modélisation. Donc, et ce sont ce qu'on a comme représentation de type des modèles conceptuels, logiques et physiques, même sur les fichiers hein, que vous pouvez avoir, hein, les documents ou même les vidéos et tout ce qui, les vidéos ou l'audio, vous aurez systématiquement un modèle de données associé, parce qu'effectivement, pour pouvoir traiter cette information-là, et on retrouve souvent ça dans des systèmes de base de données ou des fichiers bien précis. Donc l'idée ici, c'est que la modélisation des données est le processus de découverte, d'analyse et de délimitation des besoins en données. Alors voilà, parce que l'idée, c'est que, comme la donnée hein, qui augmente de façon exponentielle, les métadonnées qui sont associées risquent également d'être plutôt assez importants. Donc l'idée ici, c'est déjà de ne s'attarder que sur les métadonnées qui sont les plus à risque ou alors utiles en fonction d'un besoin de transformation particulier. Et l'idée, c'est effectivement d'utiliser la modélisation et la délimitation pour pouvoir aborder sereinement vos projets. On attaque maintenant la partie sécurité, donc après la partie découverte, on a vu la partie métadonnées, etc. On a les modèles, on va pouvoir passer justement à la phase de sécurisation et donc de data regulation. Alors, cette partie-là, on est plutôt dans la partie pratique quand on est dans la data regulation, puisqu'en fin de compte, les politiques, les procédures vont être décrites par les acteurs qu'on va retrouver par la suite dans la partie data gouvernance. Ici, c'est plutôt de définir les règles et les classifications de l'information qui vont permettre justement de mettre en œuvre des mesures de sécurité, de qualité, de conformité et de conservation des données. Donc vraiment toutes les règles qu'on va associer à l'information. Voilà, donc la partie data regulation, comme vous pouvez le comprendre, elle est vraiment rattachée à des politiques qui vont être définies par l'entreprise en fonction des risques qui peuvent toucher donc à son quotidien et qu'on va pouvoir transformer sous forme de règles pour pouvoir ensuite les utiliser et les intégrer de façon pratique. Vous avez ensuite la partie donc de gestion des données, oui, parce qu'en fin de compte, les données, après les avoir découvertes, après les avoir classifiées, donc avoir défini leur niveau, leurs règles d'usage, eh bien, vous allez effectivement rentrer dans un mode de transformation. Puisque la donnée, il faut la voir comme un actif. Donc, comme tout actif, elle possède un cycle de vie. Donc, elle va être créée, elle va être acquise, elle va être capturée, elle va être stockée, traitée, contrôlée, transférée, et finalement, elle va être donc archivée et détruite. Donc, ça va être sa fin de vie. Donc voilà. Donc, l'idée, effectivement, c'est que cette information-là, la donnée, elle évolue dans le temps, elle est transformée, et là, on est vraiment dans le côté dur du sujet, de façon pragmatique. Comment je vais m'assurer que mes données sont de qualité, comment je vais pouvoir les transformer pour les transporter à notre niveau et ne retenir finalement que l'usage, parce que la valeur d'une donnée, elle est basée à son usage. Donc, ça ne sert à rien d'avoir toute une série de données inactives qui ne vont pas servir à grand-chose.
Donc, et pour terminer, vous avez donc ce qui englobe au même titre que la modélisation, la gouvernance des données. C'est même d'ailleurs un sujet qui peut être géré en parallèle entre la modélisation et la gouvernance des données, puisque ça va être l'exercice et l'autorité du contrôle et de la prise de décision partagée. Donc, on parlait tout à l'heure effectivement de de la nécessité effectivement d'avoir un langage commun, que les acteurs ne travaillent plus en silo puisque la donnée devient l'affaire de tous. Donc là, effectivement, c'est l'endroit où il va y avoir un consensus et où l'usage par rapport au risque va pouvoir se fluidifier. Alors, pour vous donner un ordre d'idée des acteurs qu'on peut avoir, donc déjà en termes d'instance de gouvernance, on peut avoir un data management office, qu'on peut appeler aussi un data governance office. Dans les acteurs, vous allez avoir le Chief Data Officer, hein, ça c'est quand c'est dans de grandes structures, effectivement, pour pouvoir gérer donc toute cette réappropriation et cette gestion des données. Ou sinon, effectivement, ce sera l'équipe de gouvernance qui peut être attachée donc à la DSI. Le Chief Data Officer va devoir définir la politique relative aux données. Vous allez ensuite avoir des acteurs qui vont travailler avec ce Chief Data Officer, qui vont être le Chief Data, c'est le DPO, donc data, enfin le Chief Privacy Officer, excusez-moi, donc qui lui va surtout s'attacher à s'assurer que les données suivent sa politique de protection des données à caractère personnel. Et vous avez le Chief Information Officer qui lui va s'assurer que les politiques mises en œuvre pour limiter les risques, va s'assurer que la politique de sécurité des systèmes d'information est suivie. Alors bien entendu, vous en avez d'autres aussi. Vous pouvez avoir le Chief Financial Officer qui lui, par exemple, dans certains secteurs comme effectivement le secteur des assurances, où on va avoir Solvency 2, où il y a une nécessité de faire de la gouvernance de données, eh bien vous allez avoir ces acteurs. Et ensuite, vous allez avoir tous les acteurs qui travaillent avec ces personnes et pour pouvoir gérer le quotidien. Vous avez donc les propriétaires de données dont on a parlé tout à l'heure, les data owners, les data stewards, donc ceux qui vont faciliter l'usage de la donnée et sa mise en qualité. Vous avez les data consumers, donc ce sont les fameux consommateurs de données au quotidien qui vont les demander. Vous pouvez avoir des data scientists, vous pouvez avoir des acteurs effectivement qui vont des chief digital officers particulièrement également. Et vous avez les data custodians qui sont donc les acteurs qui vont maintenir tout ce qu'on parlait effectivement tout à l'heure de l'ensemble des composants qui sont traversés par la donnée et qui doivent s'assurer effectivement que la qualité est au rendez-vous et que les risques sont maîtrisés également. Donc voilà, donc pour vous donner un ordre d'idée, on a abordé donc les 4 étapes avec 4 concepts clés, que je rappelle, le data model, le data regulation, le data lifecycle et le data governance. Enfin, c'est des termes que nous, on a redéfinis et qui nous paraissent le plus clair possible pour aborder ces sujets. Alors, pourquoi, effectivement, dans cette ère du digital où ça s'est accéléré, effectivement, on a pu le voir qu'il est nécessaire de revoir ses business models. Eh bien, en gros, l'idée, effectivement, c'est la connaissance. La réappropriation du système va permettre à l'entreprise de mieux appréhender, effectivement, sa transformation. C'est également la clé du pouvoir, parce que finalement, s'adapter, s'aligner assez rapidement donc aux stratégies de l'entreprise, bien ça va permettre effectivement de se positionner par rapport à la concurrence et d'atteindre la satisfaction de nos clients. Et la sagesse qui est importante aussi parce qu'on doit aborder la donnée d'un point de vue éthique design, puisque effectivement, j'ai pu le dire tout à l'heure, donc elle est de plus en plus réglementée et effectivement il y a une transparence de plus en plus importante pour les personnes physiques ou même nos clients qui nous imposent, on doit être audit ready. Voilà, donc j'aimais bien là, effectivement la citation de Confucius où la connaissance est la clé du pouvoir et de la sagesse, et je trouve que ça s'y prête assez bien avec effectivement la donnée. La solution Sysnaps a été développée autour de tous ces concepts et elle permet effectivement d'accélérer vos projets data.
Alors, comme vous pouvez le voir, là, c'est un framework qu'on a développé et c'est surtout aussi comment est structurée notre solution. Donc, on retrouve bien la partie découverte avec le data model, la partie sécurité avec le data regulation, la partie gestion dans le data lifecycle management et la partie data gouvernance, donc sur la partie de gouverner. Donc, vous pouvez voir également des concepts clés hein, comme dans la gouvernance, le business glossary, hein, qui va être utilisé par les métiers et donc particulièrement les data owners et peut-être même les consommateurs de données, hein, puis pour avoir un langage commun. Vous allez avoir le catalogue de données, hein, donc vous allez avoir ce qu'on appelle dans le cycle de vie de la donnée, la qualité, du linéage, du data mart, du subsetting, voilà, de l'anonymisation des données, de l'archivage. On retrouve ensuite la vulnérabilité, etc. Donc tous ces éléments que j'aborderai un petit peu, ou vous verrez un petit peu des copies d'écran, enfin des vidéos, pour vous donner une visibilité. Le fait d'imbriquer n'était pas suffisant. L'idée aussi, c'était de pouvoir vraiment accélérer la connaissance et la réappropriation automatique, effectivement, de ces métadonnées des systèmes hétéroclites et hétérogènes au sein de l'entreprise. Donc, les modèles de données, enfin, comme je vous disais, les données ne peuvent pas être voilà, donc les données ne peuvent pas être gérées sans métadonnées, sans succès, mais surtout que le processus de découverte et d'analyse et de délimitation des besoins en données est nécessaire. Donc l'idée était ici de construire ce qu'on appelle des modèles qui sont des modèles as a service. En fin de compte, nos fameux modèles vont suivre un processus que je vais vous expliquer. Donc l'idée déjà, c'est de se plugger donc, à une source d'information. Automatiquement, le système va générer des métadonnées, mais pas n'importe comment. Il va générer ce qu'on appelle des object models. Ces object models, ce sont des regroupements de ce qu'on appelle des objets data. Alors, les objets data, c'est quoi? Ce sont des informations qui vont être référencées dans des catalogues. Alors, les objets data, ça va être par exemple un contrat. Un contrat va être fait de suites de tables et de champs. Et l'idée, c'était de hiérarchiser cette information-là pour avoir, par exemple, au niveau de l'entête donc du contrat, vous allez pouvoir avoir les lignes du contrat, vous allez pouvoir avoir le plan de revenus de ce contrat, le plan de facturation de ce contrat, voilà, donc la structuration de ce fameux objet contrat. Et l'idée ensuite, c'était de pouvoir dire, je vais pouvoir créer autant d'objets et je vais pouvoir même pouvoir faire des jointures, donc des relations entre ces différents objets, et à partir de là, en déterminer effectivement ce qu'on appelle des object models. Donc dans l'idée, c'est vrai que quand on arrive et qu'on montre ça à des personnes, effectivement, des sachants, c'est assez simple parce que finalement, ils n'ont besoin uniquement que de finalement revalider ce qui a été généré automatiquement ou d'enrichir ce qui a été défini. Alors, comment on accélère encore plus hein, parce que déjà, donc, nos modèles sont des modèles, comme vous avez pu le voir, sous forme d'arborescence, ils sont vivants, ils deviennent signifiants. Et l'idée, c'est que derrière, à chaque fois que le système d'information va évoluer, parce qu'on va rester plugué donc, sur le système d'information, eh bien, vous allez être averti que cet objet, donc data, a évolué. Il y a un champ en plus qui a été ajouté, il y a une table en plus qui a été ajoutée, ou alimenté parce que effectivement, peut-être que dans le système d'information ERP que vous pouvez avoir, une fonctionnalité activée alors qu'elle n'était pas précédemment active. L'idée ensuite, effectivement, bon, très bien, tout ça, c'est vivant. Et on s'était dit, ben, très bien, de plus en plus, l'information devient centrique et on nous demande même maintenant d'aller rendre des comptes à des personnes physiques sur ce qu'on détient et à un niveau assez fin de catégorisation. Donc l'idée, c'était de dire comment aussi automatiser cette information-là. Donc une des premières étapes qu'on a c'est qu'on découvre le modèle de données. Donc ça, c'est en moins d'une heure. Donc ça, c'est on se plug et le dictionnaire de données avec cette forme hiérarchisée sort. Vous allez ensuite déterminer quel est le master data. Par exemple, ici, on va prendre l'employé ou le patient. Et automatiquement, le système va entourer ce master data, ce référentiel hein, de cette personne physique, avec tous les éléments qui la concernent. Donc, les contrats, les factures, ça peut être les incidents, etc. Donc, vraiment tout ce dont il est le sujet. Donc, tous les objets dont il est le sujet. Alors ça, c'est très bien, parce que ça permet aussi très rapidement de classifier une information qui est limitée, délimitée, on va dire. Donc voilà, quand vous avez fait ça, effectivement,
On finalise avec l'équipe tout simplement en ajoutant éventuellement, même là ça peut être automatique, hein, les référentiels de données s'ils existent directement dans la solution et ajouter les éléments complémentaires. Dès que cette vision centrique est terminée, eh bien, vous pouvez aussi faire ça sur ce qu'on appelle le P-centrique, hein, donc sur le produit, sur la personne morale, sur la personne physique. C'est vraiment ce qui vraiment permet d'accélérer. Vous allez pouvoir prendre les objets de façon en drag and drop. Vous allez partir du modèle centrique pour aller alimenter une librairie, donc qui va devenir effectivement le catalogue qui sera mis à disposition effectivement des utilisateurs pour dire que dans cette application-là, voilà le contrat, ça correspond à tel data object. Et de ce catalogue, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du data profiling pour ressortir aussi des métriques de qualité. Donc ça, c'est la première étape de qualité qu'on va pouvoir avoir. Par la suite, effectivement, on va rentrer dans des projets de transformation et là, on va être plus à même. Donc, on peut toujours utiliser, bien entendu, les modèles centriques, hein, mais dans certains cas, on sera plutôt intéressé d'optimiser des processus. Et là, on va modéliser en disant je prends le contrat, je prends la commande, je prends la réception, la facture, jusqu'à la comptabilisation, je fais les jointures. Et l'intérêt de notre solution, c'est comme on est plugué sur le système d'information et sur la data, eh bien, on est capable de visualiser aussi bien la structure, de s'assurer qu'elle est à jour au moment où on l'utilise, et de visualiser le contenu en fonction des règles qu'on a établies. Donc, c'est vraiment des modèles as a service. Voilà, qui fonctionnent sous forme de tâches. Alors, comme vous avez pu le voir, on a ces modèles. On va pouvoir classifier l'information à niveau très haut, hein, donc du dictionnaire. Donc, tous les modèles, au fur et à mesure qu'on va classifier l'information, vont hériter automatiquement de la classification liée à la réglementation. Donc, ce n'est pas de la classification qui s'est fait au niveau du modèle, mais vraiment d'un point de vue global. Ensuite, on va lancer ce qu'on appelle des tâches. Donc, et ces tâches vont se retrouver dans des campagnes, puisqu'en fin de compte, des projets peuvent être des projets répétitifs, hein, jusqu'à ce que potentiellement on mette en prod, ou alors tout simplement de l'archivage qu'on va faire régulièrement tous les mois ou tous les ans. Voilà, donc cette notion de campagne était importante. Donc, dans l'idée, vous comprendrez, on a des modèles, on va pouvoir automatiquement les voir se classifier dans le temps. On va pouvoir lancer des tâches qui vont générer des campagnes qu'on va pouvoir suivre. Et dans l'idée, on va éviter peut-être effectivement de faire de la documentation pour faire de la documentation. On va indiquer ces modèles dans un projet, on va indiquer la finalité de ce projet et automatiquement, le système va vous maintenir les tables utilisées, les champs utilisés, les règles et tout ce qui va bien. Donc vraiment ce côté rébarbatif qu'on a rencontré pendant pas mal d'années et donc d'où l'idée effectivement de se dire qu'il va falloir vraiment réduire ce temps passé qui embête tout le monde. Donc voilà, c'est d'avoir cette notion-là, et avec bien entendu une vision aussi sémantique, hein, métier qui va bien. Donc vraiment, j'insiste sur cette partie-là parce que ça permet vraiment de réduire jusqu'à 60% le temps de mise en œuvre chez un client, un peu chez plusieurs de nos clients, et même plus, mais bon, je le tairai parce qu'effectivement, par rapport à nos concurrents, souvent ils arrivent avec des batteries de personnes pour appréhender de façon déclarative les modèles, et on peut aller même jusqu'à une réduction plus importante que celle que je vous annonce ici. Voilà, donc pour aller dans le concret, on a mis des petites vidéos pour vous montrer. Ici, c'est comment reprendre le contrôle de vos données, en extraire de la valeur. Bien entendu, ce sont des métadonnées. Les métadonnées, il faut pouvoir les exploiter visuellement, de façon graphique, tactile, etc. Et surtout que ce soit visuel. Ça, c'est vraiment important chez nous, hein. Une image vaut 1000 mots. L'idée, effectivement, de notre objet data, c'était vraiment aussi de permettre donc de reprendre le contrôle et la compréhension via effectivement un visuel important. Donc ici, ce que vous pouvez voir, c'est effectivement déjà la première étape qui consiste à dire je vais me plugger sur une application, donc je vais inventorier mes applications. De mes là tout autour, c'est toutes les applications que j'ai dans mon système, et je vais déterminer les flux d'informations, et là je suis capable effectivement d'avoir le flux d'informations pour
une application, ses modules et rentrer dans le détail. Alors ça, c'est très intéressant parce que effectivement, on va en déduire aussi le dictionnaire de données. Je ne vous montre pas là, mais on a aussi des graphiques du même topo qui sont très structurants, qui vous permettent vraiment de très vite appréhender votre dictionnaire. Et donc, l'idée ici, effectivement, c'est d'avoir, par exemple, dans un projet de digitalisation, vous allez abandonner décommissionner toute une série d'applications pour d'autres, et bien vous allez pouvoir définir des scénarios et identifier quels sont les flux d'informations qui sont impactés. Donc voilà, donc ici on est plus dans du flux d'informations pures, mais après vous pourrez utiliser le data linéage pour intégrer, donc en partant des catalogues, de tel flux à tel flux, quelles sont les données qui sont impactées. Donc, ça va être peut-être tel objet métier pour telle table et tel champ particulièrement, et la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, vraiment, une visualisation de toute une série de choses, toujours sur des composants de l'entreprise. Et donc là, c'était plutôt les composants de type système d'information tout à l'heure et de flux d'informations. Là, on va aborder la notion pour répondre aux exigences réglementaires et sécuriser vos données. Donc là, l'idée, effectivement, c'était d'aller chercher la vision, cette fameuse vision centrique de l'information. Donc, on va récupérer notre modèle, on va ajouter effectivement cette classification. Et donc là, on voit particulièrement donc, la vision centrique donc, qui a été faite autour d'un individu. On va pouvoir dire, je veux sélectionner une réglementation précise. Donc, vous pouvez faire autant de classifications que vous voulez. Donc là, on a mis plutôt la partie RGPD. Bon, on pourrait très bien faire de la classification sur d'autres éléments de risque ou même une classification d'éléments particuliers pour du data lignage. Et vous pouvez aller directement donc, sur un objet métier précisément et demander à avoir la classification. On a vraiment des représentations graphiques qui vont bien. Donc c'est vrai que c'est un système qui va vous permettre de rechercher vos informations, d'avoir cette vision centrique. Vous pouvez voir que visuellement, on va retrouver des indicateurs au vert, au rouge directement au niveau des objets. Vous pouvez rechercher une typologie de catégorisation précise. Et à chaque fois que vous allez sélectionner quelque chose parce que vous voulez avoir une information complémentaire, eh bien, vous allez avoir des onglets qui vont apparaître en fonction de la sélection que vous avez faite. Donc voilà, donc les règles de gestion, tout est défini à ce niveau-là. Et voilà, vous pouvez même de façon tactile rechercher. On a une petite flèche qui permet effectivement de rechercher directement au niveau des valeurs, vraiment très visuel et très efficace effectivement pour appréhender l'ensemble de vos métadonnées. Ensuite, on va répondre également aux exigences de sécurité de vos données en calculant leur scoring de vulnérabilité. Parce qu'en fin de compte, la notion de catégorisation vous donne un niveau de risque, il va être utile pour le déléguer à la protection des données. Mais par contre, le RSSI, lui, va plutôt intéresser par ce qu'on appelle le scoring de vulnérabilité. Alors, le scoring de vulnérabilité, comment il se calcule? Il va se calculer, par exemple, d'un point de vue, si on prend, on va faire une combinaison dans ce cas-là particulier. Donc, un des exemples que je vous montre pour une classification du type RGPD, on va faire une classification entre le risque donc de catégorisation de l'information et on va lui associer la notion effectivement d'exposition de l'information. Donc, si effectivement, admettons que vous avez une information qui est particulièrement, donc c'est une donnée de santé, mais en plus de ça, elle est disponible effectivement sur une application qui est donc sur le net, eh bien en gros, son niveau de vulnérabilité va augmenter. Surtout si en plus le contenu permet de déterminer très rapidement si la personne physique et que le volume est important. Donc voilà, le niveau de scoring va augmenter. Donc c'est vraiment tout un questionnaire qui démarre depuis le système jusqu'à la finesse de l'objet métier, de la donnée et du champ. Donc voilà, et toujours de façon très visuelle, on va pouvoir avoir nos objets métiers et identifier leur niveau de vulnérabilité. Voilà, donc c'est vraiment, comme je disais, un outil très user-friendly qui aussi a le mérite d'être tactile. Vous voyez, on a toujours
ces modèles. Donc là, on a un ensemble de campagnes. Dans ces campagnes, on va avoir effectivement des tâches et liées à des actions. Là, c'est dans ce qui est en train de tourner. On est surtout dans des campagnes d'archivage et de destruction des données. Et donc, le système va lancer effectivement des traitements et les monitorer et vous donner un visuel. Et donc, à partir de ce visuel, vous êtes capable de savoir quelles sont les tables qui ont été les plus volumineuses et vous êtes capable effectivement de comparer des années entre elles. Donc, on peut faire ça sur pas mal de choses, hein, sur également les systèmes de qualité d'un modèle particulier, sur un dataset qu'on va mettre à disposition régulièrement. Voilà. Et donc, sur la partie anonymisation également des données. Donc, voilà. Donc, l'outil, quand on parlait de vulnérabilité tout à l'heure de données, c'est vraiment pour permettre d'anonymiser et d'accélérer les projets d'anonymisation. Voilà, vraiment toute une série de choses où l'idée, effectivement, c'était d'aider tous ces acteurs de la data à pouvoir maintenir et à gérer leurs métadonnées de façon simple et visuelle pour prendre très rapidement des décisions. Voilà, donc pour justement pour ces acteurs de la data, donc gérer vos projets, réduire le temps passé à la spécification fonctionnelle et technique, hein, j'en parlais tout à l'heure, hein, la rétro-documentation. Voilà, c'est simple, on va saisir une définition, un objectif précis, on va aller identifier les objets modèles, les campagnes qui sont concernées, donc elles vont se mettre automatiquement en fonction des modèles, hein, puisque les modèles portent les fameuses tâches, et on va pouvoir dire aussi c'est basé sur tel dictionnaire de données. Et bien entendu, il y a une équipe derrière tout ça, une équipe qui va fournir l'information, l'équipe qui va participer à l'analyse et au projet, et les consommateurs de données. Voilà, dans l'idée, effectivement, ici, c'est d'automatiser systématiquement l'information et éviter finalement de centraliser effectivement toutes les informations liées à cette donnée, parce que même la documentation liée au projet devient également une métadonnée qu'il est nécessaire de tracer dans la solution. Ensuite, effectivement, la notion de communication, hein, on disait que la donnée est l'affaire de tous. Donc, on a intégré dans la solution une messagerie instantanée qui permet aux acteurs de la donnée de communiquer avec le support, mais de communiquer aussi entre eux et de communiquer au travers d'un projet. Donc, l'idée, effectivement, est de dire ici, tiens, je vais poser une question ou effectivement, et donc ça va permettre de tracer l'ensemble des échanges qui ont été faits par rapport à un projet, à des demandes particulières. Donc voilà, c'est vrai que ça permet comme ça effectivement de demander peut-être un data profiling précis, de demander une extraction particulière, etc. Donc sachant que la personne, de toute façon, dans le projet, aura déjà eu la visibilité sur la possibilité ou pas d'utiliser cette donnée en l'état ou pas. Donc, comme vous avez pu le voir, effectivement, on a une solution qui est imbriquée, qui permet d'accélérer votre projet de gouvernance et de gestion de vos données. Donc, effectivement, on a la partie data model, data evaluation, data lifecycle, data governance. Donc, je ne répète pas, mais vous pouvez voir ici toutes les possibilités qu'il peut y avoir. C'est un outil aussi qui fait de la transformation, donc pas uniquement du visuel. C'est une application qui est en mode hybride. Hein. Donc, dans l'idée, alors pourquoi hybride, hein, parce qu'il y a une partie effectivement où quand on va visualiser la donnée ou effectivement l'exploiter, hein, ça va être le cas des data analystes ou des acteurs qui vont effectivement les traiter. Et bien dans l'idée effectivement, c'est que par sécurité, effectivement, le client préfère, et l'administration d'ailleurs nous a demandé que derrière on ait effectivement pour des consommateurs de données qui sont importants d'avoir une vision SaaS avec un côté très user-friendly et de communication entre différents acteurs. Hein. Pourquoi pas demain, on a vu certains de nos clients qui donnaient accès à des sociétés extérieures pour pouvoir les aider à maintenir leur système d'information. Donc voilà, donc l'idée effectivement ici, c'est un outil assez puissant qui est donc à disposition des data analystes et un outil de data visualization qui permet de monitorer, de visualiser et de permettre de mettre à disposition de façon très efficace l'information au plus grand nombre dans l'entreprise. Donc voilà.
Donc, j'en ai terminé. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si mes collaborateurs ont noté. Déjà, l'une des questions, c'est le modèle de vulnérabilité est-il paramétrable par l'entreprise? Oui, oui, tout à fait, parce qu'en fin de compte, c'est un système de questionnaire et il est basé effectivement. Donc, nous, on a mis effectivement ce qui nous paraissait le plus euh, c'était effectivement les questions qu'on retrouvait le plus souvent, c'était les questions qu'on utilise plus particulièrement pour les projets d'anonymisation. Et donc voilà. Donc, par contre, si vous voulez ajouter des compléments à ce questionnaire, c'est possible. Et même sur des questions, par exemple, liées au volume d'informations, s'il y a une complétude, par exemple, effectivement, on se pose ce type de questions. Si c'est l'information est exposée à l'extérieur, on peut créer des automatismes qui permettent également de calculer de façon automatique, au-delà du questionnaire, le niveau de vulnérabilité. Alors, la mise à jour des data models est-elle est-elle automatique, c'est ça? Ou manuelle? Alors, elle est automatique. Donc, en gros, vous avez deux possibilités. Je vais dire même les deux, on va dire. C'est où effectivement la personne peut demander à rafraîchir l'ensemble des modèles qui sont dans le référentiel et effectivement le système va lui indiquer qu'il y a eu des modifications qui ont eu lieu. On peut très bien aussi avoir des choses qui ne sont pas dans des modèles ou qui arrivent dans le dictionnaire de données, mais il est important quand même de savoir des choses qui sont arrivées qui ne se sont pas positionnées dans un modèle. Donc la personne va être également avertie et potentiellement, on ne sait pas, peut-être modifier des modèles existants ou alors créer des modèles complémentaires. Et il y a un automatisme, effectivement, vous pouvez lancer un scheduler qui va vous permettre de régulièrement aller checker la base et vous avertir, donc avec des envois des warnings pour vous indiquer qu'il y a eu, attention, vous êtes propriétaire du modèle, alors j'ai oublié de dire, c'est très important, que ce soit le dictionnaire, que ce soit les modèles, vous avez des propriétaires qui sont associés et vous pouvez très bien dire quelles sont les personnes à contacter en cas de modification. Donc oui, c'est automatique, oui, ça peut être c'est schedulé et effectivement, vous pouvez avoir ce type d'informations. Ensuite, comment vous abordez le data linéage? Oui, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup parlé, mais on a une solution qui est vraiment très très bien. Si je pense que j'en ai parlé au début, en fin de compte, on a une solution qui permet d'aborder le data linéage en fonction du cycle de vie de la donnée. Donc ça, on insiste assez sur ce sujet, puisque finalement, la donnée, comme on dit, elle est collectée, elle est stockée, elle est archivée, elle est transférée, etc. Et même d'un point de vue, de toute façon, lié aux certains réglementaires, on demande également d'avoir les contrôles sur ces différentes étapes. Et en fonction de chacune de ces étapes, on va passer un step, on va pouvoir indiquer le nom, on va aller sélectionner donc directement nos objets data dans le catalogue, donc bien entendu qui sont maintenus systématiquement à jour. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que si demain il y a une modification dans l'objet dans le catalogue, eh bien vous allez être averti que votre data linéage potentiellement donc est à revoir. Et donc voilà, donc on va choisir les objets dans le data catalogue et ensuite tout simplement faire les jointures et indiquer les agrégations et tout ce qui va bien jusqu'à obtenir le résultat final. Donc quelque chose on va dire, de semi-automatisé. Et ce qu'on a fait également pour un client qui nous avait demandé si on pouvait finalement imaginer le CRUD également, donc le CRUD c'est Create, Read, Update et Delete, d'avoir une vision donc automatisée d'un data lineage. Donc, via la solution, on a recherché toutes les modifications du modèle de données qui se sont fait step by step. Et donc, ça nous a permis comme ça de ressortir comment les informations se transformaient, se calculaient. Donc, ça permet quand même de parser l'information et de vous donner aussi une visibilité sur comment elles évoluent au-delà de faire du pur déclaratif également.
quelle est la différence entre d'autres solutions de data catalogue? Alors, moi, je pense que j'ai aussi à peu près répondu. L'idée, c'est que derrière nous, nos data catalogues sont déjà structurés par ce qu'on appelle l'objet data, ce qui permet de faire le lien très simplement avec des objets métiers. On est resté sur cette philosophie, même dans le business glossary. Vous savez, vous avez deux niveaux. Vous avez le catalogue et puis vous avez le business glossary. Et donc, l'objet data chez nous va être attaché dans le business glossary à l'objet métier. On va vraiment créer le contrat. Qu'est-ce que c'est que ce contrat? Et ensuite, on va pouvoir même automatiser finalement en disant, bah, si j'ai l'objet data, si j'ai les descriptions et les sémantiques qui sont déjà là, alors il faut savoir aussi une chose, c'est une question qui n'a pas été posée, mais ce qu'on fait, c'est que d'abord, on a énormément de connecteurs pour se connecter aux espaces de stockage, mais surtout, on est aussi avec certains éditeurs hein, comme PeopleSoft, JD Edwards, Oracle e-business, HR Access. Et bien, en gros, ces éditeurs de logiciels fournissent déjà une sémantique existante. Donc, souvent, on a un accord, ou alors, de façon, donc, lorsqu'on aborde un projet chez un client avec notre intégrateur, on va aller chercher cette sémantique. Elle est automatiquement reprise dans notre dictionnaire de données et dans l'idée, ça ne sert à rien de refaire le monde. L'idée, c'est quand vous allez constituer votre business glossary, eh bien, c'est d'aller chercher ces business terms et à partir du catalogue de données et de les remonter. Donc voilà, et d'en utiliser un particulièrement par rapport à d'autres, parce que finalement, on sait que d'un système à un autre, on va peut-être retrouver le contrat dans un format différent, et voilà, et de façon à automatiser le travail rébarbatif et voilà, qui est très embêtant pour la personne et d'automatiser cette information-là. Alors, est-il possible d'avoir des indicateurs sur l'exactitude? Oui, tout à fait. Alors, en fin de compte, on parlait tout à l'heure du data profiling, hein, mais vous avez aussi, donc, à partir du data lineage, vous allez pouvoir déterminer les étapes de contrôle. On a un pavé step spécial qui est vraiment lié au contrôle. Et vous allez pouvoir dire, j'ai donc les informations qui sortent du data lineage, vont pouvoir déjà donner ce type d'informations, mais on va pouvoir créer des modèles spécifiques de qualité. Et donc, vous allez pouvoir dire, je vais vérifier la complétude de l'information. Ça va pouvoir me remonter des informations. Alors après, derrière, notre outil va pouvoir faire de la complétude, de l'exactitude, enfin tous ces éléments, et vous remonter ces métriques hein, qu'on va pouvoir taguer dans le data lineage et qui vont remonter régulièrement. Vous avez des contrôles qui sont faits en dehors de notre solution, hein, puisque finalement, dans les ERP ou dans les systèmes d'information qui ont été développés par le client, des contrôles sont déjà natifs dans la solution. Donc, l'idée ici, c'est d'aller récupérer cette information et de pouvoir la remonter dans le data lineage pour pouvoir effectivement vous donner cette visibilité. Alors, deux types de qualité. Hein. La qualité directement au niveau de l'objet data qui se trouve dans le catalogue. Donc, vous pouvez, donc, le consommateur de données va aller chercher l'information à ce niveau-là. Et vous allez avoir le niveau de qualité que vous allez pouvoir avoir ou dans un modèle, alors, tout simplement, vous créez des campagnes, etc. Ou alors directement au travers du data lineage où l'information va pouvoir remonter. Très bien. Quels sont vos concurrents? Ben alors, oui, effectivement, là, on a cette réponse-là. On a effectivement des concurrents à travers des personnes qui vont générer des dictionnaires de données et des catalogues, mais effectivement qui ne vont faire que ça. Nous, notre concept nous a permis d'englober le tout et surtout d'automatiser finalement la partie la plus importante qui consiste à dire ben, je me lance dans la transformation et je vais vraiment utiliser mes données et je vais vraiment la valoriser pour en apporter de la valeur. Nous avons des acteurs aussi, des très gros acteurs qui font de l'archivage et de la destruction des données, qui ont, par exemple, avec notre solution, on peut également aider sur des projets de hub, donc, et de construction de web services, de projets d'anonymisation des données, etc. Donc voilà, donc on est vraiment avec quelques acteurs de très gros anglo-saxons et d'ailleurs on arrive même des fois après eux, le client a abandonné parce qu'il n'est plus capable de maintenir le système d'information et ils abandonnent ces solutions-là pour partir sur nos solutions.
et pour entrer dans des campagnes qui soient plus simples, qui maintiennent les modifications qui auront finalement qui vont continuer à tout ça. Donc on a d'autres questions, mais je pense que là ce qu'on fera, c'est qu'on fera une petite synthèse et on regardera en fonction des personnes et on répondra directement. Donc merci d'avoir répondu présent à ce webinaire. J'espère que ça correspondait à vos attentes et que derrière on a pu répondre à toute une série de choses. Et écoutez, si ça vous a donné satisfaction, on va continuer à rentrer un peu plus dans le détail du sujet de la data et peut-être prochainement parler des sujets de qualité, de data lineage, de toute une série de sujets pour vous apporter en tout cas un éclairage en fonction de ce que nous, on en a compris et surtout avec cet objectif qui est une finalité pour notre entreprise, c'est vraiment d'accélérer les projets de transformation digitale et pas seulement construire un catalogue parce qu'on a besoin de construire un catalogue ou parce qu'effectivement on est contraint à le faire, mais vraiment à apporter cette dynamique et cette envie vraiment d'usage de la data et de la consommation pour la transformer. Donc, et au prochain webinaire, donc j'espère qu'on pourra vous y retrouver. Au revoir.